Ok, ok, on est bientôt à l'heure. On est bientôt à l'heure, on va attendre encore un petit peu. Avant de démarrer, gros sujet aujourd'hui, hein, Fred. Du coup, Ouais, gros sujet, très important pour les entreprises, pour nos clients, de CRM, ces processus métiers et toute la stack technique autour. Ouais. Sujet sympa. qui sont des sujets souvent, je trouve qu'ils sont beaucoup abordés en pré-vente ou dans le choix des CRM. En tout cas, on le voit beaucoup à ce moment-là. Parce que finalement, si je prends tel ou tel éditeur, j'ai envie de savoir, bah, tiens, comment ça va s'intégrer avec ma facture, comment ça va s'intégrer avec mon ERP, comment ça va s'intégrer avec mon ATS, etc., etc. Donc, c'est des sujets qu'on a assez régulièrement et qu'on traite tous les deux en squad sur les avant-ventes. Souvent, Et, souvent, Christian, effectivement. bah, c'est super sympa pour nous de pouvoir donner un peu de contexte sur ces thématiques-là aujourd'hui. Donc, ce qu'on voulait aborder avec Frédéric aujourd'hui, et puis on va démarrer tranquillement le temps qu'on présente. Je crois qu'on a encore pas mal de monde qui arrive. Bonjour à tous en tout cas. Bonjour. J'espère que le confinement se passe pour le mieux. Et on va parler finalement de la construction de l'écosystème CRM. Donc, au-delà finalement de la technologie, que ce soit du Salesforce, du HubSpot, du Dynamics, qu'est-ce qu'on construit autour et finalement aussi de ne pas présenter ça seulement sous le spectre technique, mais aussi sous le spectre des process, de la méthodologie, de qu'est-ce qu'on veut faire. Et on va essayer de parler de tout ça et de finalement ne pas être trop dans la technique aujourd'hui, même si on pourra donner les grands Ah, philo et les grands axes sur les sujets-là, puisqu'on a voilà, un petit peu quand Frédéric même, qui effectivement. est notre growth engineer et qui va du coup parler avec moi de toutes ces technologies du temps réel, du l'unidirectionnel, du custom, du natif, du low-code, etc. Il en parlera mieux que moi. Et on va aborder ces sujets-là. Mark Ensive, juste pour ceux qui ne nous connaissent pas, allez rapidement, on existe depuis 8 ans à peu près, on est une quarantaine de personnes, on a accompagné quasiment 300 clients aujourd'hui, soutenu par la BPI et la région Île-de-France. Et aujourd'hui, on a une offre de services qui est assez large, qui va nous emmener finalement de la compréhension de la problématique métier. Donc, qu'est-ce qu'on veut réaliser d'un point de vue, et tout particulièrement du marketing et des ventes et de la digitalisation de ces métiers-là. Qu'est-ce qu'on veut réaliser, qui on veut adresser, comment on veut progresser, comment on va essayer de retrouver de la croissance, c'est quoi nos priorités. Donc, finalement, de la compréhension globale plutôt dans le métier du conseil. La construction d'écosystèmes techniques, et c'est vraiment un sujet qui va nous accompagner aujourd'hui hein, dans la mise en place de techno type marketing automation, type data lake, type CRM, type outils de service client, et j'en passe et des meilleurs. Hein, mais finalement, que la construction vraiment de cette stack, et on se rendra compte à travers ce webinaire aussi à quel point le CRM est vraiment le point d'orgue aussi de toute cette expérience client et comment on le met au centre. Donc ça, c'est un savoir-faire qu'on a. Et puis après, on accompagne nos clients aussi à devenir autonomes dans ces écosystèmes-là et à les faire vivre. Et on va en parler un peu plus dans un prochain webinaire sur les sales. Mais en tout cas, le focus aujourd'hui étant vraiment de parler du CRM comme étant le cœur de la donnée. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a une première question qui est de se dire bah, pourquoi finalement le CRM il est au cœur de tout ça. Il y a pas mal d'autres systèmes dans l'entreprise. On parle de RP, on parle de data lake, on parle d'outils qui à un moment ont un peu la même typologie de profil, hein, des outils qui vont avoir de la base de données. Donc on l'aborde de différentes manières. En fait, ce qui va être la manière dont nous on présente et on construit nos stacks technologiques, nous on vient vraiment du marketing et des ventes, et finalement le système référent du business, c'est quand même le CRM, hein, à savoir les contacts qui sont des prospects et des clients, les comptes qui sont des prospects et des clients, donc les entreprises, et potentiellement des objets flottants relatifs aux affaires, à savoir les opportunités, deals, transactions, elles ont plusieurs noms. Et cet outil-là, nous, on a coutume de dire bah, finalement une stack marketing qui est moderne, c'est déjà pas un CRM tout seul, déconnecté de tout le reste, mais c'est un CRM qui est déjà adossé au site Internet. C'est-à-dire que demain, j'ai une demande qui arrive sur le site Internet, bah, que cette demande-là soit directement, bah, demain, qu'il n'y ait pas de ressaisie à faire ou de transfert email à faire, et que ça arrive directement dans le CRM auprès de la bonne personne, dans la bonne langue, sur le bon sujet. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis, si on raisonne de manière encore un cran au-dessus, c'est finalement potentiellement d'intercaler un système un peu plus complexe entre le website et le CRM, à savoir un outil de marketing automation qui peut nous permettre de scorer, d'automatiser, de créer des tâches à la volée,
Alors, on appelle ça du marketing automation, mais ça pourrait aussi s'appeler du marketing/sales automation parce qu'il y a plein de choses qu'on automatise qui sont finalement pas que des campagnes email, à savoir la création de contacts, la mise à jour de contacts, la création de tâches dans le CRM, l'attribution automatique. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Et déjà, une stack marketing moderne, c'est une stack où finalement le site internet est connecté au CRM, potentiellement par l'entremise d'un marketing automation. Si on va encore un petit peu plus loin, et vous reconnaîtrez peut-être pour ceux qui sont initiés des schémas qui sont d'un éditeur qui s'appelle HubSpot, hein, qui est un éditeur qui propose aujourd'hui pas mal de briques type marketing, CRM, mais aussi service client, avec une vision qu'on voit ici, qui n'est pas une vision funnel ou une vision linéaire de je pars du prospect et j'arrive au client, voire à l'ambassadeur ou au client fidèle. On est plutôt dans une vision cyclique de cette expérience client, toujours autour du CRM, où on va faire graviter le marketing, évidemment. Hein, j'envoie des emails, je fais des campagnes, je génère des leads. La sales, parce qu'effectivement, à un moment, il faut créer des opportunités, vendre, facturer. Mais à un moment aussi, l'expérience client, à savoir ce qu'on appelle du service client, success management, qui va être de répondre à des problématiques du client, de j'ai perdu ma facture, je ne suis pas content, je n'ai pas compris, j'ai besoin d'aide. Et finalement, il y a une logique assez forte à avoir ces trois sujets graviter autour d'un système unique parce que en fonction du niveau de satisfaction, par exemple, d'un client, je ne vais pas lui vendre la même chose ou je ne vais pas l'adresser de la même manière, je ne vais peut-être pas lui envoyer les mêmes campagnes marketing. Et finalement, le fait d'avoir cette vision de trois métiers, le service client, le marketing et les ventes autour de la data, ça apporte beaucoup de valeur et surtout beaucoup de consistance dans l'expérience client. Et puis, si je fais encore un pas plus en avant, c'est que finalement, on n'est pas que dans la vente, l'expérience client, le service et le marketing. On va avoir à un moment plein d'autres problématiques et c'est là où finalement on parle d'écosystème, puisque finalement, le CRM qui porte la connaissance et la data client va aussi à un moment potentiellement être le point de départ de plein de choses. À savoir, je viens de vendre un service, maintenant il faut le délivrer. C'est-à-dire que je vais peut-être envoyer une information dans l'ERP et une équipe de production va peut-être fabriquer la commande, va peut-être délivrer le service. Ça, c'est une possibilité. Et à un moment, quand on commence à faire beaucoup de volume et qu'on veut éviter les erreurs, éviter les ressaisies, intégrer notre CRM à notre ERP, c'est quelque chose d'important. Et puis, on a donc plusieurs familles d'outils, finalement, qui sont concernés par cet écosystème-là. On a des outils que moi, j'appelle, c'est tous des outils métiers. Outils métiers, ça ne veut pas dire grand-chose, finalement, mais des outils plutôt standards et qu'on va retrouver dans un très grand nombre d'entreprises, à savoir des outils de facturation, où j'ai finalement signé un deal, j'ai envie d'envoyer un draft, j'ai envie d'envoyer une facture, j'ai envie de créer automatiquement un compte client dans l'outil type Sage, type QuickBooks, ce genre de technologie-là. J'ai de la téléphonie à connecter, c'est-à-dire que quand j'ai un appel entrant, j'ai envie que la fiche du CRM s'ouvre automatiquement. J'ai des outils de RH, c'est-à-dire que j'ai envie, quand je vais avoir une candidature, que ce soit aussi géré dans mon CRM et de pouvoir suivre ça dans mon CRM pour savoir, ces candidats-là, garder un pool de candidats, faire une newsletter pour mes candidats. Ça, c'est vraiment important quand on est dans des métiers de service. Finalement, on a deux choses, on a l'offre et la demande. Hein. Donc, c'est finalement recruter des gens, c'est aussi important que de vendre des prestations. Et puis, des outils qui sont plus spécifiques, ce que moi j'appelle des outils type métier, où on va avoir vraiment des spécificités qui sont vraiment propres à des industries. On va avoir des outils, c'est souvent des outils, des petits outils, pas ultra répandus, mais très nichés, des outils d'immobilier, des outils dans la construction, des outils qui sont vraiment propres à des industries, ou des ERP généralistes type SAP, des outils Microsoft. On peut imaginer plein de choses ici, ou des outils plus simples type gestion de projet, où par exemple, je viens de vendre un projet, ça va me créer une carte dans Trello. Ça, c'est la version baby finalement de l'intégration opérationnelle. Et ça vient encore, si je vais compléter cet écosystème-là, on a aussi des applications tierces qui sont finalement qui sont peut-être un peu moins structurantes aujourd'hui dans les écosystèmes IT, mais qui vont être des outils de chat, qui vont être des outils de scrapping, qui vont être des outils web, des outils de landing page. On peut imaginer tout un tas de choses et qui sont à un moment peut-être moins pérennes, généralement low code ou natifs, donc avec des intégrations plutôt simples. On ne va pas construire des choses trop complexes. Et tout ça, ça donne aujourd'hui finalement
un peu le sens du vent et l'ambiance que nous, on retrouve sur les projets qu'on a, soit sur des CRM existants où il y a beaucoup de friction, parce qu'il y a de la ressaisie, parce qu'il y a de la perte d'infos, parce qu'il y a des erreurs, parce qu'on a des assistantes qui finalement prennent plein de temps à retaper des choses alors qu'on pourrait automatiser ou créer des flux, où ça devient des vrais sujets au moment où je vais passer de pas de CRM à choisir mon premier CRM ou changer de CRM, où je me dis, bah, finalement, maintenant, on veut un outil qui est intégré et qui va favoriser tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. L'idée de ce qu'on voulait aussi voir là, c'était l'approche à adopter pour gérer les intégrations. Alors, tac, 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 tac. Et là, du coup, on a plusieurs étapes et on va en parler avec Fred. Il y a une étape finalement au moment où on passe dans l'action qui est le diagnostic métier. Et là, finalement, c'est généralement là où on peut faire, pour moi, Fred, tu m'arrêtes si je me trompe, mais le plus d'erreurs, c'est qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui fait partie de la synchro, qu'est-ce qui est must-have, qu'est-ce qui est prioritaire. Et là, à un moment ou à un autre, il y a vraiment une notion qui va être importante en termes de business model. Et de parcours, et de flux, de scénarios. Et là, il faut rentrer dans le dur et généralement, il faut aussi documenter un peu les choses. Et ça, c'est une étape souvent qui n'est pas évidente à faire pour nos prospects et nos clients. Ils peuvent être un peu en souffrance sur la priorisation, la compréhension. Ils ont peut-être des croyances de choses qu'ils veulent automatiser, mais qui ne sont pas automatisables. Ils ont du mal à se mettre dans les baskets d'un commercial ou dans les baskets effectivement d'un responsable du service client ou d'un marketeur. Et c'est vraiment là où généralement on déroche, comme on dit chez nous, finalement toute la complexité du business pour se dire bah, tiens, ça doit être intégré, ça, c'est pas complètement indispensable, ça, c'est pas faisable. Et généralement pas pour une raison technique, mais plutôt pour une raison méthodologique. On en reparlera un petit peu après dans certains cas de figure. Et cette compréhension-là est vraiment l'étape numéro 1 qui va être ensuite, et là je te laisserai en parler Fred, mais sur la partie technique, où on va à un moment se dire, bah, tiens, maintenant qu'on a compris que ces deux sujets devaient être connectés, maintenant il y a plein de nouvelles questions à savoir, bah, est-ce que c'est de la base de données, est-ce que c'est de l'API? Tu peux dire un mot sur cette partie-là? Oui. Oui, je reprends juste effectivement le bon succès d'un projet d'intégration part d'un diagnostic métier, puisque être main dans la main entre la technique et le métier assure une certaine réussite. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, de modéliser, de savoir en termes de un parcours client final, mais aussi en termes d'expérience utilisateur du sales, d'expérience utilisateur du dans le service marketing, et donc à savoir bah, quels sont vos besoins, quels sont les besoins. Et tout ça se traduit par la donnée. On arrive tout de suite sur la brique, une fois qu'on a fait ce périmètre, ce scope, on arrive tout de suite sur un diagnostic technique. Et là, c'est de faire un petit bilan de ce qui existe chez vous, ce qui existe dans l'entreprise. On a un ERP custom qui a déjà 10 ans d'âge, on souhaite le faire évoluer. On a éventuellement une base de données qui fonctionne en SQL. On a toute une série d'API autour avec des services SaaS. Et donc, on vient faire une cartographie un petit peu satellitaire de tout ce qui va tourner autour du CRM afin de s'assurer que ceux-ci sont ouverts, ont un accès à la donnée ouverte pour qu'on puisse facilement arriver sur une validation de l'architecture d'intégration. Ce qui est parfois un peu embêtant parce qu'on a des systèmes qui sont parfois des petits éditeurs, parfois des systèmes maison, parfois des systèmes on-premise. Donc, on n'a pas que des grands systèmes SaaS avec des APIs ouvertes. On en reparlera potentiellement si vous avez des questions sur vos situations, c'est des choses qu'on pourra voir. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connecter. Donc, à un moment, ça ne veut pas dire, ça exclut pas complètement cette possibilité-là. Et ça nous permet, quand Frédéric parle de schéma, de construire ce qu'on appelle un ERD, hein, c'est un Entity Relationship Diagram, où finalement, c'est une espèce de carte avec des objets qui se parlent entre eux, avec des flèches dans un certain sens, des sujets de réconciliation. Et c'est là où finalement, pour moi, on est dans la traduction opérationnelle cahier des charges de qu'est-ce qu'on voulait faire d'un point de vue métier, comment ça va se traduire dans la technologie, et maintenant de le dessiner. Et ça, c'est des fois des choses qui sont un peu bâclées, je trouve, chez certaines entreprises. Et ça évite de commencer à
développer des connecteurs sans avoir une vision complète de ce qui va se passer, de la fréquence, des flux. Et donc cet ERD-là, pour moi, et aujourd'hui, c'est l'outil de travail principal de l'intégration. En effet, effectivement, dès qu'on modélise vraiment en avance, en amont du projet, on s'aperçoit tout de suite, ça nous fait poser de bonnes questions, puisque la modélisation, on voit tout de suite graphiquement quel type d'objet va être displayé, quelles sont les informations qui vont arriver dans le RP, dans le CRM, et à ce moment-là, est-ce qu'on a toutes les informations pour suivre nos campagnes? C'est vraiment le point important sur laquelle on s'accorde entre la technique et le métier, ou les métiers. Et on arrive à la fin, qui est finalement, il faut le faire, toute cette intégration-là. Et finalement, après, on a plusieurs options, on en parlera juste après, mais des intégrations qui sont natives, c'est-à-dire qui sont prévues déjà par les éditeurs, où ils ont déjà développé finalement un connecteur embarqué. C'est un peu ça, l'intégration native. Des intégrations type plutôt low-code, des intégrations plutôt custom, où là, on va vraiment construire des connecteurs, construire des middleware, et avec des variables qui sont finalement, qu'est-ce que l'effecteur va faire? Est-ce qu'on copie un objet? Est-ce qu'on pousse une data? Est-ce qu'on supprime un objet? Est-ce qu'on duplique un objet? Il y a plein finalement d'effecteurs qui peuvent à un moment rentrer en ligne de compte en fonction de ce qu'on veut faire. Et finalement, cette phase de construction, à partir du moment où on a tout le cahier des charges, elle est finalement plutôt simple, parce que là, on exécute quelque chose selon un cahier des charges. Et c'est souvent cette partie-là qui va emboliser, je trouve, la conversation, la réflexion, ou en tout cas les inquiétudes des entreprises. Il faut développer le connecteur. Mais souvent, les étapes de diagnostic métier, diagnostic technique et un moment création, documentation de l'ERD sont souvent des choses qui passent un peu à l'as et souvent qui pénalisent ensuite toutes les intégrations qui seront faites, leur évolutivité et aussi leur pertinence, parce que des fois, on développe des choses qui sont inutiles, ou on voit des choses qui ont été développées qui servent à rien, ou qui ne sont pas robustes, ou qui ne sont pas suffisamment inspirées par le vrai besoin sous-jacent. Et donc ça, c'est vraiment le framework que nous, on utilise chez nous, avec à chaque fois des livrables, une approche, pas mal d'ateliers sur la partie métier et la partie technique, où en avant-vente, généralement, on va être sur quelque chose qui est assez macro. On va dire, tiens, voilà ce qu'on veut réaliser, qu'on va préciser derrière sur des ateliers un peu plus projet, valider d'un point de vue technique et valider les scénarios d'intégration. Et l'approche, est-ce que ça va être finalement du low, du custom, du natif ou un mélange des trois, c'est souvent ça d'ailleurs, qui va nous permettre de construire cette intégration-là pour exécuter le projet. Juste pour finir sur l'intégration, effectivement, et en poussant un tout petit point technique, pour parler d'effecteurs, on est vraiment dans une stratégie qui est REST API. On appelle le CRUD, C-R-U-D, créer, lire, updater ou delete. C'est vraiment les quatre éléments importants pour chaque objet. Est-ce que je le crée? Est-ce que je l'update? Est-ce que je le retire? Voilà, c'est ce qu'on va déterminer en phase préparatoire. On a aussi, du coup, en avançant finalement, à un moment, si on met un coup de loupe sur cette réflexion-là, à un moment, il y a ce framework-là que tu utilises chez nous, qui est le Data Fréquence Direction Fonction, qu'on va détailler un peu, à savoir finalement, quand on repart de la donnée déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on peut très très vite, pour moi, arriver à une complexité qui est beaucoup plus grande que ce qu'on pense, parce qu'on imagine souvent, tiens, ma donnée, c'est des contacts avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone, des emails. Donc ça, c'est une possibilité, effectivement, mais sauf qu'on a déjà certains CRM pour qui contact, lead et client, ce n'est pas les mêmes objets. Des fois, c'est des tables qui sont séparées. On a les entreprises, on a les deals, on a potentiellement des tickets de service client et on a potentiellement aussi tout un tas d'objets custom qui sont complètement spécifiques et complètement différents. Donc les objets, à un moment, c'est une partie de l'histoire. Et ensuite, on a des choses qui sont encore plus complexes que ça. C'est que chaque objet en fait, est porté par des propriétés. Donc si par exemple je dis le prénom, le nom, l'email, au niveau du contact, c'est ce qu'on appelle une propriété, une variable, qui peuvent être des champs texte, ça peut être des drop-downs, ça peut être des dates, ça peut être des radio select. En fait, ils ont des modalités de champs ou des modalités de données. Ce sont des éléments hyper importants pour nous en termes d'intégration parce que c'est un peu comme un alphabet.
C'est un peu dans quelle langue on se parle. On a aussi des objets associés à ça, donc c'est potentiellement des produits, si je prends l'exemple d'une opportunité, des événements, des activities, donc c'est-à-dire a ouvert tel email. Donc ça, c'est pas une propriété, c'est un événement qui se passe à un moment sur un contact. C'est peut-être quelque chose qu'on veut synchroniser avec un autre outil ou qu'on veut montrer dans un autre outil. On a des informations qui vont aussi être du display, c'est-à-dire que sur un objet, j'ai envie de montrer une information qui est présente dans un autre système. À savoir, par exemple, si je suis sur le CRM dans une fiche de contact, j'ai peut-être envie de montrer le statut de paiement de ce client-là. Est-ce qu'il est à jour de ses factures avec une case verte ou est-ce que c'est quelqu'un qui doit être relancé à un moment sur telle et telle facture? Et on peut même imaginer de raccrocher le fichier à ce moment-là, qui serait finalement, le fichier serait de joindre effectivement la facture, le devis dans la fiche du contact, sachant que ces objets-là seraient potentiellement, ou en tout cas ces documents-là, seraient peut-être présents auprès d'un autre système. Donc finalement, la data de départ, elle peut être très simple. On peut avoir que des contacts qu'on pousse quelque part, comme elle peut être très complexe, parce qu'on peut avoir 5, 6, 10, 15 objets différents, si on a du custom, avec des liaisons entre eux qui sont aussi complexes. Vous voyez, ça, c'est un schéma hyper simpliste, hein, parce qu'on a là du contact, du compte, de l'opportunité, avec des relations plutôt simples, mais on peut imaginer des relations one-to-one, des relations one-to-many, des relations many-to-many. Et du coup, très très vite, la complexité en fait de votre modèle de données va aussi avoir pour moi un impact énorme sur la complexité de votre besoin d'intégration. Et le bien déjà comprendre ce que vous avez, plus ce sera standard, plus ce sera simple de demain d'imaginer toutes sortes d'intégrations, et plus vous allez commencer à rentrer dans un modèle compliqué, plus ça va être compliqué. Et pour rappuyer un petit peu ce point, effectivement, le point D de data, on en parle beaucoup en ce moment. La data, c'est le point important de chaque entreprise. Tout converge autour de cette donnée et on s'assure aussi que cette data soit qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire, il y a un point important, quel sera notre ID unique, l'email éventuellement pour un contact, un nom de domaine éventuellement pour une compagnie. Et à partir de là, on peut éventuellement modéliser, reprendre, cloner un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. C'est-à-dire si on a déjà dans un ERP un contact avec d'autres objets, on va essayer de modéliser ce rapprochement, cette dépendance du côté du CRM afin d'avoir à peu près la même information partout si celle-ci est nécessaire. Donc ça passe par des ateliers où on discute de ça avec les systèmes d'information, avec les DSI et avec le staff technique. Okay. Donc effectivement, ça c'est la partie data. Et finalement, pourquoi on fait tout ça? C'est finalement c'est se mettre dans une position, finalement, tout le sujet des intégrations, si on regarde le fond, c'est un moment de pouvoir voir, mesurer, aligner, comprendre, hein, parce que finalement, en mettant toute la donnée au même endroit, on va avoir la possibilité finalement d'avoir ce qu'on appelle un RCU, un référentiel client unique, et aussi de pouvoir agir sur cette donnée-là, à savoir automatiser, faire, contacter, emailer, facturer, éviter la ressaisie, etc. etc. C'est généralement les deux grandes familles, en tout cas, de besoins, c'est voir et faire. Et c'est ça qu'il faut finalement, à un moment, quand on est dans la partie réflexion métier, c'est là qu'il faut vraiment comprendre le besoin sous-jacent de manière à ce que tout ce qu'on va dessiner d'un point de vue technique soit en ligne avec ça. Si on continue le framework, continue l'histoire, Frédéric, donc la data, effectivement, avec sa complexité, puis ensuite, il y a une notion de fréquence. Et c'est ce point, donc data, on regarde les objets, de quoi on parle, de leurs propriétés, on commence à échanger dessus. La fréquence, on se dit, OK, mais ces objets doivent intervenir dans mon CRM tous les combien de temps? On a tout de suite une réflexion sur, on est en 2020, bientôt 21, c'est le temps réel. Et pour ça, on a donc dans les ateliers, dans les échanges qu'on a et à partir du diagnostic, diagnostic technique notamment, on peut tout de suite se rendre compte, savoir s'il y a des contraintes techniques. C'est-à-dire, typiquement, on va rentrer un poil en technique, mais est-ce qu'on a la disponibilité de webhook? Est-ce qu'on a la disponibilité de telle ou telle action et telle ou telle feature sur les systèmes, nous permettant de tout de suite imaginer du temps réel.
Mais évidemment, des fois, ça ne l'est pas. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas possible de faire du temps réel que la synchronisation est impossible. On a aussi la possibilité, sur certains systèmes, de faire un extract, d'extraire une partie de la donnée tous les jours, toutes les heures. Et à partir de là, on vient récupérer cette information qu'on vient pour updater le CRM. Mais il faut, pour vraiment réfléchir et faire quelque chose d'efficace, il faut se dire, est-ce que cette fréquence est nécessaire? Est-ce que cet objet est nécessaire? Et à quelle durée? Et moi, en tant que sales, en tant que directeur marketing, j'ai besoin d'avoir cette information tous les combien de temps? Parce que finalement, c'est là la différence entre du temps réel, c'est-à-dire en temps réel, comme son nom l'indique, versus ce que tu appelles des choses un peu plus ponctuelles, du une fois par jour, du une fois par heure, etc., qui est plutôt ce qu'on appelle du batch. Et parfois, on a besoin de données en temps réel, parfois, ce n'est pas indispensable, parfois, c'est facile à faire, parfois, c'est compliqué à faire. Et ça, tout ça, c'est finalement assez simple si l'objectif, c'est de se dire, bah, tiens, tous les jours, les contacts qui ont été créés dans le système A, j'ai envie qu'ils soient copiés ou mis à jour dans le système B. Là, on est sur quelque chose de simple, voire presque hyper simpliste. Quand on commence à avoir de la relation interobjet avec des transactions, des objets custom, des factures, des fichiers, ces sujets finalement de mise à jour des flux sont tout de suite d'un autre niveau de complexité, quoi. Et c'est là où il va falloir vraiment se poser la question de à quel point on en a besoin, parce que ça peut aussi charger les connecteurs, le fait de demander une grosse fréquence, et ça a aussi des coûts finalement techniques associés en termes d'appel ou en termes d'hébergement ou en termes de puissance aussi informatique. Tout à fait. Effectivement, pour finir sur le point de la fréquence, on a une réflexion typiquement. Un contact, on a besoin que ces informations soient relayées quasiment instantanément. Éventuellement, un produit, on peut se dire que les produits dans les entreprises ne changent pas tous les jours ou toutes les heures. Et on peut se dire toutes les semaines, tous les mois, on fait une mise à jour automatique des produits afin que ceux-ci soient relayés dans le CRM. Et direction. Donc, on a vu la fréquence, effectivement. Après, alors, souvent, ce qu'on entend, nous, quand on parle avec des prospects ou des clients, c'est qu'ils veulent du bidirectionnel systématiquement, que ce n'est pas forcément nécessaire, parce qu'il y a des systèmes qui, d'un point de vue méthodologique ou d'un point de vue process, sont parfois en bout de chaîne. Donc, à un moment, ils envoient, et vu qu'ils ne sont pas manipulés par un opérateur, à savoir un comptable, un commercial, un marketeur qui va changer quelque chose dedans, bah, si je change rien dedans, ça ne sert à rien de remonter la donnée dans l'autre sens. Donc ça a l'air logique, mais des fois, il y a des croyances effectivement où on veut du bidirectionnel, il faut que tout soit connecté. Ce qui est important, c'est de comprendre où est-ce que la donnée va changer. Et je trouve que ça donne déjà une bonne idée de est-ce qu'il nous faut de l'unidirectionnel, est-ce qu'il nous faut du bidirectionnel. Et puis finalement, c'est quoi aussi la donnée maître? C'est cette notion de source de vérité. Tu as des éléments à ajouter sur cette partie-là, Frédéric? Oui, oui, tout à fait. On est toujours en train de se poser la question, dès lors où on scope, on est en préparation avec le métier, avec la technique, à savoir, oui, mais peut-être que ce CRM qui devient le chef d'orchestre de la stack technique, est-ce que c'est elle la source de vérité? Et à partir de là, on va essayer de construire un écosystème qui se dit, elle est source de vérité, elle aura donc l'information prioritaire et c'est elle qui mettra à jour dans ses flux l'information dans tel système ou dans tel autre système. Les flux unidirectionnels et bidirectionnels, il faut savoir que des fois, on a aussi des points et des contraintes techniques, puisque, comme je disais juste avant, en termes de fréquence, la fréquence et la direction sont intimement liées, et il y a de temps en temps des systèmes qui ne possèdent pas la possibilité d'écouter un événement. Si j'écoute un événement et que cet objet qui lui est attaché a changé, je l'envoie. Eh bien, on va trouver un autre moyen d'aller créer cette connexion, mais un peu plus par batch et avec une direction peut-être monodirectionnelle, unidirectionnelle. Et puis finalement, qu'est-ce que ce flux va faire? Et c'est là ce que tu disais tout à l'heure avec ton framework sur est-ce qu'on copie de la data, est-ce qu'on update de la data, est-ce qu'on transfère de la data, est-ce qu'on transfère un fichier et avec du coup des modalités aussi. Hein. C'est finalement, est-ce que c'est, et ça on en parlera un peu plus après, sur est-ce que c'est du natif, est-ce que c'est du low-code, est-ce que c'est du custom. Sur les types de fonctions, tu appelles Oui, Curve.
Oui, la fonction, c'est, il faut se positionner un petit peu comme l'utilisateur final. J'entends l'utilisateur final comme je suis sales dans l'entreprise. Qu'est-ce que je veux avoir? Je me lève le matin, j'arrive dans l'entreprise. Il faut que le contact ait telle ou telle propriété. Il faut aussi que je puisse anticiper, préparer mes meetings et avoir toute une source d'information. Et pour ce faire, on a différents points. C'est là, entre guillemets, le sujet le plus fun pour moi à ce point. C'est un peu comment on va mettre tout ça en musique et comment on va l'intégrer. Et c'est là où se mélangent les trois points qu'on va parler un tout petit peu après. C'est un peu les trois grandes familles. C'est l'intégration dite native où on n'a plus rien à faire, c'est-à-dire que comment dire, le SaaS, l'outil, on va prendre Aircall, on va prendre Bedrock, on va prendre d'autres types de logiciels, ont déjà une intégration dans le système CRM. On a aussi le côté low-code. C'est un point qui intervient de plus en plus. Et je dirais que sur ce côté low-code, on a deux familles, deux sous-familles. On a le low-code un peu, on va dire, facile, user-friendly, très typiquement Zapier, Integromat ou d'autres. Mais on a aussi le côté low-code un peu plus robuste, un peu plus costaud, un peu avec des systèmes comme Hull ou Tray qui permettent de construire des workflows beaucoup plus complexes et donc d'arriver ou d'avoir une agilité un peu plus forte. Dans ces deux modèles, on a dans le native et low code, on a des avantages et des inconvénients. C'est vrai que dans le native, on a aussi cet avantage d'être souvent en formule freemium. On peut tester, on peut essayer. Souvent, c'est des services qui peuvent être aussi gratuits. Après, ces contraintes, c'est un peu moins flexible. Comme ces connecteurs sont développés par la société en propre, et dès lors où on veut une application un tout petit peu différente, on est un peu bloqué. Donc, lors du diagnostic, on fait aussi un peu le point sur ce qu'on peut faire. Dans le côté low-code, Zapier Integromat, on a cette petite côté un peu moins flexible, mais dès lors on passe sur des logiciels un tout petit peu plus puissants, on retrouve ce côté robuste et ce côté beaucoup plus flexible, beaucoup plus agile. Si on n'a pas le connecteur associé, eh bien on peut le créer, on peut bricoler autour, on peut tester. Donc et ça accepte beaucoup plus de charges. Je ne sais pas si tu veux rajouter sur ce point avant que j'arrive sur le code. Non, effectivement, souvent sont privilégiées les connexions natives parce que globalement, on se dit il n'y a pas de coût associé. Finalement, quand je choisis mon CRM, tiens, je vais choisir, il se connecte déjà à mon système de téléphonie nativement et à mon système de marketing nativement, etc., etc. Donc souvent, c'est des éléments, des facteurs de choix, je trouve, de CRM. Mais par contre, quand on a une intégration native qui, par exemple, n'a pas la granularité qu'il nous faut, c'est-à-dire que, imaginons, ça synchronise tous les contacts au lieu de synchroniser que les clients, si c'était un besoin que j'avais. Typiquement, je ne pourrais pas utiliser cette intégration-là. Et là, je serais obligé finalement de mettre une couche par-dessus qui serait peut-être du low-code ou d'utiliser un connecteur custom à la place. Et ce qu'on regarde, ce que nous, on voit, c'est que finalement, quand on a fini de dessiner le RD, on a très souvent un mélange de ces trois familles d'intégration, à savoir des intégrations natives qu'on dit, tiens, ça nous convient. Quand on a quelque chose d'assez simple ou à un moment on veut éviter de la ressaisie, c'est souvent du Zapier ou Integromat. Integromat ou ce type effectivement de solutions qui sont des outils souvent qui ne sont pas des outils d'intégrateurs, hein, c'est des outils même n'importe quel marketeur ou personne sans compétences techniques peut les utiliser. Et le custom qui finalement a l'air d'être la Ferrari, mais au final qui peut être plus simple à mettre en place qu'une connexion low-code. Parfois, c'est un peu contre-intuitif. Des fois, le custom est une solution préférable à faire 3, 4, 5, 6 Zapier et avec derrière de la complexité associée. Donc, c'est là où vraiment, une fois qu'on a l'ERD, les fréquences, les directions et finalement tout ce qu'on a vu ensemble juste avant, c'est là où on saura, quelle est l'option qu'on va retenir pour chacun des traits et chacune des flèches qu'on a vues sur notre schéma. Effectivement, et pour compléter et pour faire un petit focus sur le dernier point qui est
on va dire le custom, c'est aussi là où on peut évidemment bien s'amuser, avoir une granularité assez fine sur la typologie de données, sur la véracité de cette donnée, c'est-à-dire qu'on peut avoir énormément d'étapes de check avant que ça arrive dans le CRM, et donc avoir une fiabilité de la data qui est assez forte. Et c'est là aussi où on vient implémenter pour nous des technologies qu'on dit serverless, qui sont des technologies beaucoup plus moderne, sur laquelle il y a un point très important qui est de la consommation à la demande. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de contact ou d'objets qui passent à travers ce workflow, eh bien, il n'y a pas de facturation. C'est quelque chose qui est très important, un peu à la différence d'autres systèmes où il y a un abonnement mensuel. Là, c'est vraiment une consommation à la demande, ce qui a deux gros avantages. Le premier avantage, c'est bien, il ne se passe rien, je ne paye pas, ou il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire typiquement, je passe à BFM, j'ai un gros focus sur ma société, j'ai une énorme entrée de leads sur mon site internet, eh bien le connecteur va s'auto-adapter avec des systèmes AWS, Azure ou Google, il va monter la puissance de ce serveur pour absorber la charge. Et ça, on a, nous, vous, aucune maintenance, aucun réglage à effectuer pour le faire. Le dernier avantage que ça peut avoir dessus, on en parle de plus en plus, mais si je n'ai pas de flux, je ne paye pas. Et donc, c'est aussi en termes d'impact carbone sur le numérique, c'est quelque chose de beaucoup plus faible. Parce que de toute façon, je ne code, je n'implémente ce que j'ai besoin. Et si ça ne tourne pas, ça ne tourne pas. C'est-à-dire que le serveur, il ne tournera pas à rien. Donc, il y a un impact. Alors oui, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que souvent ces connecteurs custom-là n'hébergent pas de data en propre. C'est-à-dire que effectivement, donc on a des espaces de stockage qui sont généralement des grands éditeurs américains. Azure, c'est Microsoft, AWS, c'est Amazon, Google Cloud Platform, enfin ce type d'entité-là, à un moment est un espace finalement motorisé d'un point de vue informatique où on va héberger finalement un applicatif qui va à un moment faire transiter une data, requêter une data, mais qui ne va pas héberger en tant que tel un dump de la donnée. Ce n'est pas un data lake dont on parle. Finalement, c'est aussi pour des questions à un moment d'hébergement de données, de sécurité, etc. On est sur des choses où globalement, on est juste sur un bout de code qui va finalement remplir la fonction qu'on va lui donner. C'est ça, du transfert. C'est un peu un chef d'orchestre. Et puis on avait voulu aussi dans ce webinaire, on avait voulu, ça va être compliqué de vous donner tous les use cases courants parce qu'il y en a tellement, il y en a autant qu'il y a d'entreprises, mais on voulait juste donner quelques exemples pour illustrer aussi ce dont on parlait. Et puis si vous avez des questions vous spécifiques, on sera content de les prendre. Si je prends un exemple assez classique et ça fait partie des familles un peu evergreen, donc des sujets qui sont hyper récurrents et que beaucoup d'entreprises ont, c'est par exemple le sujet qui va être j'ai signé un deal, donc dans mon CRM, admettons un CRM HubSpot par exemple, j'ai signé un deal et j'ai envie qu'on facture mon client. Et donc si on réfléchit à derrière, quelle est la problématique métier, c'est qu'il y a deux grandes étapes finalement là-dedans. Il y a deux grands signaux, c'est qu'à un moment, quand j'ai signé mon opportunité dans le CRM, ce qui va se passer, c'est que du coup, je vais avoir un statut du contact associé ou du compte associé qui va évoluer, qui va devenir un statut client. Et à partir de là, j'ai deux grands événements qui vont se produire. C'est que j'ai la création du compte client côté comptabilité, donc à savoir la création d'un nouvel objet dans QuickBooks, qui est en l'occurrence l'exemple ici. Et un deuxième événement qui serait, je vais créer un draft de facture avec l'opportunité associée, les produits, le montant, etc. etc. Et j'ai du coup finalement deux flux à considérer dans cet événement-là. J'ai un flux de opportunités gagnées, je viens créer le contact client, le contact de facturation, le compte client avec toutes les informations associées dans le CRM. Et je vais également maintenant utiliser l'opportunité en tant que telle et l'information qui est portée par cette opportunité pour venir créer un draft de facture ou envoyer une facture ou créer une facture en direct. Donc c'est important, et quand on parlait de processus métier, de décomposer finalement qu'est-ce qui est en train de se passer. Et on peut même encore adosser à ça des choses plus complexes, à savoir des alertes potentiellement. On peut automatiser peut-être l'envoi d'une notification dans Slack ou pour le commercial en disant tiens, ton client a été facturé, ou pour la compta, tiens, voilà un draft de facture qu'il faut valider pour l'envoyer définitivement.
ou tiens, on a créé le compte client, mais le numéro de TVA manque, il faut venir le rajouter à la main, etc., etc. On peut imaginer tout un tas de choses. Là, ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir une vision métier de toutes les boucles. Est-ce qu'on a toute la data? Est-ce qu'on veut vraiment automatiser? Ça aussi, c'est une question qui est sous-jacente et qui est importante d'un point de vue métier, parce qu'au-delà du fait que c'est simple à connecter, c'est par exemple, est-ce qu'on veut vraiment automatiser la facture? C'est-à-dire que dès qu'une opportunité est gagnée, imaginons que quelqu'un close une opportunité par erreur, on n'aimerait pas forcément que ça envoie une facture automatiquement. Donc, à moi, c'est aussi ce genre de cas marginaux qu'il faut aussi anticiper. Ou par exemple, si vous avez un business où sur une facture doit être mentionné un numéro de bon de commande qui vous arrive par courrier, ça peut arriver, typiquement, le fait de gagner l'opportunité dans le CRM vous empêchera de facturer de bout en bout, puisque vous n'avez pas, le système ne va pas pouvoir récupérer cette information-là qui va du coup manquer. Donc, c'est important d'avoir des flux bien documentés et de bien parer, je trouve, à toutes les éventualités. Et dans le cas présent, donc, je vous disais que finalement, on va créer le compte client et on va créer la facture. On a aujourd'hui, là, on est du coup dans du low-code, c'est l'illustration de ce qu'on a vu tout à l'heure, à savoir la création du compte client avec un Zapier. Donc, un Zap étant un automatisme porté par Zapier, où on va globalement mettre les credentials, donc les logins, password, admin, etc., de chaque côté, de chaque techno, et on va choisir, on va créer un workflow avec finalement une condition, une variable et un effecteur avec certaines options. Et là, en l'occurrence, les deux sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça représente deux apps différents. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place en 10 minutes à partir du moment où c'est clair pour nous sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on veut porter comme information. Ça, c'est un exemple d'applicatif low-code. C'est ni bien ni mal, ça répond à un besoin et ce n'est pas forcément moins bien qu'une intégration custom. Il y a un autre cas aussi où on voulait parler, qu'on voulait illustrer, c'est que très souvent, quand les gens viennent nous voir, ils vont avoir une vision surcomplexe de ce qu'ils veulent réaliser. Ils vont se dire, tiens, tout doit être connecté à tout. Ils vont se dire, tiens, et donc là, le petit schéma que vous voyez là est le schéma qu'un de nos prospects nous a partagé il n'y a pas très très longtemps, où on a une vision où tiens, le CRM, notre outil de formation, notre outil d'ATS, donc de recrutement, et notre système de finance compta, tout ça doit se parler. Et du coup, on fait une flèche en bidirectionnelle avec un flux API custom qui doit être créé. Et s'il vous plaît, merci de nous créer ces flux. Et typiquement, si on redécompose à un moment le vrai besoin sous-jacent, très souvent, on se rend compte qu'en mettant le CRM au centre, et en simplifiant aussi les flux, c'est-à-dire, on va dire, le vrai besoin, c'est que dès qu'il y a une demande sur le website, que ça arrive dans le CRM pour que ça puisse être traité. Donc ça, c'est finalement quelque chose d'assez simple et du coup, en fonction des outils qu'on citait en préambule, c'est pas forcément un gros sujet d'intégration parce que souvent, le CRM va être adossé Salesforce, HubSpot Sales, HubSpot Marketing, Zoho Marketing, Zoho CRM. Enfin, tous ces outils-là, généralement, CRM Marketing, c'est assez proche. Donc là, globalement, il n'y a très souvent pas beaucoup d'intégration ici, ou même si vous avez un Salesforce, vous pouvez avoir un Web to Leads, c'est-à-dire d'avoir un formulaire qui est connecté entre votre site et le CRM. Donc ça, c'est des choses qui sont globalement plutôt fluides. Et ensuite, quand on a une opportunité gagnée, c'est un peu ce que je vous illustrais tout à l'heure, c'est de pouvoir envoyer ça vers la finance. Mais là, on n'a pas besoin de boucle retour, parce que donc ça veut dire que ce n'est pas forcément du bidirectionnel, parce qu'une fois que c'est dans le CRM et que c'est facturé, on est content avec ça. Et on a juste besoin d'avoir une intégration simple pour que les bases de données entre l'outil de formation et l'outil d'ATS soient à jour, les numéros de téléphone, les emails. On a juste besoin d'une intégration contact, pas forcément tous les objets, tous les relationships, tous les ERD associés. Une intégration simple qui finalement porte que sur le contact et dans deux sens, avec une data maître qui sera systématiquement le CRM. Et donc, on est passé de quelque chose où tout se parlait dans tous les sens à quelque chose finalement qui est beaucoup plus simple à mettre en place. Une partie est low-code, une partie est custom. Et globalement, on part d'un projet qui est presque impossible à un projet globalement qui peut être livré en quelques semaines, en 2 à 3 semaines. C'est un projet qui peut être complètement géré. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de se remettre finalement dans les flux et de se remettre aussi dans les chaussures d'un vendeur, dans les chaussures d'un opérateur et de se dire de quoi j'ai besoin et qui fait quoi à quel moment, où est-ce que la data change.
Et puis un dernier exemple aussi, c'est qu'on parlait de displaying. C'est que typiquement, si je prends un CRM type HubSpot, Salesforce, etc., à un moment, j'ai mes objets. Donc, c'est-à-dire que je vais naviguer dans mes contacts, je vais naviguer dans mes comptes, je vais naviguer dans mes opportunités. Et à un moment, je n'ai pas forcément besoin de synchroniser des choses lourdes, mais j'ai besoin d'avoir accès à de l'information qui est présente dans un autre système, à savoir le statut de paiement, à savoir les fichiers des bons de commande, à savoir les bons de livraison. Donc, ils sont des fichiers finalement que j'ai envie de voir dans le CRM parce que ça m'évite d'aller dans un autre système les récupérer. Donc là, on peut imaginer ce qu'on appelle des CRM extensions, qui sont à un moment des apps et des iframes qui vont nous permettre de displayer de l'information sur une fiche contact. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de systématiser au maximum. C'est une phase, c'est vrai que cette feature, alors tous les CRM ne le possèdent pas, mais la plupart l'ont. Et on est simplement, non pas sur la création d'un objet en interne, mais vraiment, comme tu le disais Christian, c'est j'affiche de l'information. Ça peut être très, très, très utile, sans pour autant être trop complexe, puisqu'on n'a pas forcément besoin de recréer le bon de commande, enfin l'ensemble des informations comptables dans HubSpot, mais on a besoin de savoir quel est le prix, est-ce qu'il a payé, ou est-ce qu'il y a du stock sur tel produit, et on peut se servir de cette CRM extension pour displayer l'information qu'on souhaite, pour avoir une expérience utilisateur, je parle du sales, beaucoup bien meilleure. Exact. Et on arrive au bout des exemples qu'on voulait citer. On a pas mal de questions, Frédéric, j'espère que tu es prêt. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à les poser dans le questionnaire si vous en avez besoin. Alors, il y a une première question là qu'on m'envoie qui est: avez-vous une synthèse des outils CRM existants avec leur pertinence selon les marchés B2B, B2C, industrie de négoce, etc. Il y a pas mal d'informations qui existent sur des benchmarks de CRM. Nous, en fonction de ce que vous cherchez, effectivement, il y a une dizaine d'acteurs globalement CRM qui sont vraiment très répandus. On a fait un webinaire la semaine dernière qui était choisir un CRM avec des critères de choix, avec pas mal d'éléments, et je pense que du coup, ça peut être assez pertinent finalement que vous utilisiez ce replay-là, et on pourra vous donner aussi le deck. Et on a partagé aussi des frameworks, donc des Excel avec des critères de choix pour que vous puissiez faire votre benchmark CRM. Donc, n'hésitez pas à voir cette ressource-là. Je pense qu'elle peut être assez adaptée. Et puis, il y a des opérateurs type G2 Crowd, etc., Forrester, etc., qui partagent pas mal de choses sur comment choisir un CRM et des classements, des avis utilisateurs. Et il y a une dizaine de CRM un peu généralistes. Je pense à Salesforce, Dynamics, Zoho, Pipedrive, HubSpot, qui sont des CRM vraiment qu'on voit partout. Et puis après, des CRM parfois métiers. On a des CRM spécifiques immobilier, des CRM spécifiques restauration, des CRM spécifiques sur certains secteurs d'activité. Et parfois, ça répond très bien aux besoins que vous avez. Donc, c'est quelque chose qu'on pourra discuter avec vous si jamais vous en avez un besoin plus étendu. OK. On a, si mon outil n'a pas d'environnement API, est-ce que je peux le connecter? Je vais prendre la question. Donc, effectivement, la première chose qu'on va regarder, c'est si ce connecteur va pouvoir récupérer l'information. Si celui-ci ne possède pas de ce qu'on appelle une REST API, c'est-à-dire avec des points d'entrée ou des points de sortie, on peut toujours, il faut évidemment regarder la documentation, mais on peut toujours passer par une méthode un peu plus ancienne, mais qui marchait encore très très bien. C'est-à-dire, il faut regarder si on peut faire une extraction de la donnée périodiquement, toutes les semaines, tous les jours, toutes les heures, et dans une petite boîte qu'on appelle un FTP, un SFTP sécurisé, et on va se connecter à ce SFTP régulièrement, on va prendre la donnée, on va l'envoyer dans le CRM. Donc oui, c'est pas impossible. Évidemment, dès lors où on a un outil un peu obsolète, un peu ancien, qui a un univers complètement fermé, et le seul moyen, c'est d'aller à la main et de cliquer et d'extraire, là, on aura une limite d'automatisation. Et c'est souvent le cas pour moi dans les outils très niches, très métiers, ou les outils maison, où on a souvent ce cas de figure-là, où tiens, on a développé un peu notre ERP nous-mêmes.
Et on a développé notre ERP nous-mêmes et tiens, on veut effectivement connecter ça avec le CRM. Et là, du coup, on utilise plutôt ce que tu viens de dire, à savoir de venir impacter un fichier qui va être avalé par la techno ou l'inverse, quoi. Finalement, de passer par l'entremise d'un CSV qui est hébergé sur un serveur et qui va nous permettre de faire finalement une fausse API, quoi. Fausse API. C'est ce qu'on voit aussi souvent, et comme tu disais, avec des applications métiers ou des applications un peu anciennes. Après, sans rentrer trop dans le technique, on a aussi la possibilité, avec les services d'information et avec les DSI, de faire ce qu'on appelle une requête dans la base de données du client et s'en servir pour pouvoir alimenter le CRM. Question, quelle est la place de l'intégrateur versus la DSI? C'est une bonne question. Je pense que ça dépend pas mal des typologies d'entreprises qu'on a. Est-ce que c'est de la PME? Est-ce que c'est de la start-up? Est-ce que c'est du grand groupe? Est-ce qu'il y a une grosse capability technique côté client? C'est parfois le cas, parfois pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a une complexité métier qui est forte et des gens qui sont avertis du côté client? C'est quoi ton expérience par rapport à ça, du coup, Frédéric? La Alors, place de toi versus la place du client, entre guillemets. oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que ça dépend vraiment de la typologie d'entreprise qu'on a en face. On peut dire deux choses. La première, c'est dès lors où nos clients sont un peu moins staffés en technique, on va aussi regarder et réfléchir d'avoir, eh bien, de passer sur du low-code, de passer sur des outils qui sont plus digestes, si je puis dire. Pourquoi? Parce que pour nous, ce qui est important, c'est aussi accompagner, tenir la main et de pouvoir transmettre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en production, qu'on a regardé, tout se passe bien, c'est aussi de former aussi un peu nos partenaires, nos clients, et de leur laisser une certaine autonomie. Et pour ça, ben, on va s'adapter. Dès lors, on a en face de nous, eh bien, par exemple, une société technique, technologique, avec un gros staff de développeurs, eh bien, on va s'adapter avec eux. Il y a toute une partie qui vont prendre en charge, toute une autre on prendra en charge, et on trouve une agilité assez fine. Dès lors, on a en face de nous une société qui n'a pas du tout, voire pas du tout de services techniques, on va trouver un accompagnement un peu différent avec des outils un tout petit peu moins techniques, mais leur permettant d'avancer aussi un peu seul, un peu plus en autonomie dans le futur. Et ce qui est important, je trouve, c'est que vu que ces connecteurs-là évoluent aussi, je trouve que c'est toujours important que la DSI soit impliquée dans ce process parce qu'il y a une notion de passation très souvent en fin de projet qui est autonomiser la DSI, les responsables techniques sur l'évolution potentielle de ce connecteur, à savoir vos objets changent et il faut mettre à jour peut-être le connecteur, que vous soyez capable de le faire, surtout s'il est critique dans vos process demain, quoi. On a une question plus technique sur un outil. Est-ce que vous connaissez Sellsy? Le qualifiez-vous de CRM ou d'outil de facturation? Alors effectivement, Sellsy, c'est un éditeur français qui a effectivement un peu à mi-chemin entre un HubSpot CRM et un QuickBooks un peu tout en un, puisqu'on a un outil qui nous permet de faire du devis, de transformer le devis en facture. Donc au titre, à partir du moment où ça fait de la facture, c'est quand même un outil de facture et ça a quand même embarqué pas mal de choses en termes de CRM. Donc effectivement, c'est un peu plus une suite. Pour moi, ça va être un peu de la famille comme Odoo, ce type de techno un peu global qui vont pas encapsuler que du CRM et du marketing, ce genre de choses-là, mais avoir une vision un peu plus order to cash, en tout cas du business, et avec ce qui va avec. Une autre question, c'est la méthode que vous conseillez pour mapper les flux en amont des intégrations et d'utiliser un diagramme ERD. Comment est-ce que tu mappes tes flux en amont des intégrations? C'est effectivement, le diagramme ERD pour moi est une partie de la réflexion, mais pas que. Oui, on va utiliser aussi ce qu'on appelle l'UML, c'est-à-dire un moyen de modéliser des objets avec son index, avec ses typologies, une partie des propriétés. On utilise souvent un genre de flowchart, quelque chose d'assez utile, enfin un whimsical pour pouvoir modéliser. Et on échange aussi avec nos clients, savoir si cette modélisation fonctionne bien et répond aux besoins. Donc, un outil simple et ne serait-ce, je dirais bêtement, des fois, le papier-crayon suffit. On fait des carrés, des flèches, et ne serait-ce qu'on s'échange ça en call, en atelier, nous permet de se poser les bonnes questions et se dire, ah bah tiens, cette flèche-là, elle a rien à voir. Donc, des fois,
n'est pas obligé de passer par un gros outil de modélisation. On peut commencer par simplement papier-crayon. Une fois qu'on a déroché, on peut arriver sur des outils à la Whimsical ou d'autres pour pouvoir avoir quelque chose un peu plus complet. C'est un peu ce qu'on fait, nous, dans nos livrables. Il y a une question aussi, je pense que c'est difficile d'y répondre, mais sur le coût. C'est quoi le coût technique globalement d'une Alors, intégration custom, le coût humain? alors c'est une bonne question. Là, je dirais, je renverrai aussi à la typologie et la taille de l'entreprise avec les besoins qui ont été évoqués. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux grandes familles. La famille des serveurs LS qui est, comme je disais tout à l'heure, un coût à l'utilisation. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va utiliser, eh bien, c'est quelques 0,0001 $ par exécution qui vont donc, on va dire que pour une PME possédant de 5 à 10 000 contacts, avec quelques objets, on va dire classiques, contacts, compagnie, deal, opportunité, on va être dans une fourchette de 30 à 70, 100 euros. Et en termes de coûts vraiment propres aux technologies, Par mois, là, Frédéric. par mois, oui, pardon, oui, par mois, et jusqu'à quelque chose de beaucoup plus important si on a des millions de flux entre le CRM et d'autres bases. Après, on peut avoir des abonnements très qui tournent autour de 300, 400, tout dépend des besoins. Mais eux, on peut faire n'importe quel type de volumétrie à l'intérieur. Donc, c'est vraiment deux approches différentes. Et nous, on conseille l'une ou l'autre en fonction de la typologie. Et sur le coût humain, moi j'ai envie de dire, pour voir les devis et les projets sur l'angle humain, qui est ce qui nous concerne nous le plus, j'ai déjà vu des choses custom à partir de 2 jours, comme j'ai vu des choses custom à partir de 50 jours. Quoi. Je veux dire, là, ça va vraiment dépendre de ce qu'on a vu en termes de complexité de flux, de lien d'objets, de volume, et aussi où est-ce que le client en est dans son besoin. Est-ce que déjà il a déjà tout dessiné et c'est globalement développable, ou est-ce que finalement il a besoin d'être pas mal accompagné sur les flux, la réflexion, les ERD pour arriver à cet objectif-là. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. C'est exactement ça, oui, effectivement. Ok, et je crois que on va peut-être s'arrêter là, hein, parce que ça fait quasiment 1 heure. On n'a pas pu traiter forcément toutes les questions. On verra pour vous faire un follow-up par email sur les quelques questions qui nous restent. Euh, et j'en profite moi aussi pour vous parler de la semaine prochaine, parce qu'en ce moment on a un grand rush là, CRM chez nous. Il y a un sujet qui est important qui revient souvent et qu'on voulait aussi aborder avec une approche encore une fois méthodologique, à savoir comment on va s'assurer de l'adoption du CRM. Parce que typiquement ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. À un moment, un CRM qui marche bien ou un CRM qui est un succès, c'est un CRM qui est utilisé. Donc, à un moment, l'adoption, à savoir est-ce que mes opérateurs, est-ce que mes commerciaux, est-ce que mes managers, etc., se servent de l'outil. Parce qu'un CRM qui est une ville fantôme, c'est un CRM où la data est de moins en moins pertinente, les reporting ne servent à rien et je ne peux pas faire grand-chose avec ça. Donc, à un moment, c'est une dimension qui est importante et il y a une vraie méthode derrière. Il y a des tableaux de bord qui vont avec, il y a des approches qui vont avec, il y a de la conduite du changement qui va avec. Et on en parlera avec Béré, qui est la lead CRM chez nous la semaine prochaine. Et aussi Noémie, qui est une user CRM, parce que c'est elle qui fait du BizDev chez nous. Certainement qui vous appellera avant, pendant, autour de ce webinaire si vous avez des sujets à avoir avec elle. Et on abordera ce spectre-là sous du coup, ces deux facettes-là. Me reste à vous souhaiter une bonne semaine, un bon appétit. Je crois si vous avez, si c'est l'heure pour vous. Et puis du coup, c'était un plaisir de vous avoir. On vous dit du coup à la semaine prochaine. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Namasté.